Donc, merci d'abord beaucoup de nous accueillir ici. J'ai toujours plaisir à venir parler et discuter avec les gens de Bordeaux, avec qui les interactions sont effectivement, on dit l'a rappelé, suivies et fructueuses et mutuellement enrichissantes. Aujourd'hui, on nous a demandé d'intervenir sur un sujet qui est, je veux dire tout de suite, qui est vraiment pas mûr, qui est la question champ et réseau. Qui est une question qui est qu'on a un peu sur le, je dirais sur le métier depuis longtemps en fait, et qu'on n'a jamais vraiment pris à bras le corps. Et donc ce séminaire pour nous est vraiment une opportunité d'essayer de progresser un petit peu, mais on a progressé un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas arrivé au bout du chemin, loin de là. On va vous expliquer rapidement un peu comment on est arrivé à se poser cette question-là, avant que Antoine Roger nous la pose. Et en fait, on est parti vraiment d'un problème qui est un problème empirique, à partir d'une enquête qu'on vous présentera un peu plus longuement à la fin de notre présentation, et qui est une enquête qui, en gros, porte sur une combinaison de la sociologie des élites économiques et de l'histoire des élites économiques en France, et de l'histoire et de la sociologie des grandes entreprises que ces élites dirigent. Et donc en fait, on est parti, ça fait maintenant bien 5 ans, on s'est dit, tiens, il n'existe pas vraiment en France, sur la France, d'enquête équivalente à celle qu'ont pu faire des gens comme, dans des genres très différents, Michael Useem, Neil Klickstein, William Roy, etc., sur les États-Unis. Donc une histoire longue, ancré dans un matériau quantitatif de la transformation du capitalisme français pour nous, vu à travers le prisme des grandes entreprises qui structurent ce capitalisme et des individus qui dirigent ces grandes entreprises. Et on s'est dit, on était un peu désinvolte, on s'est dit tiens, bon, on va faire la même chose. Voilà. Alors donc, du coup, on s'est enterré au fond du jardin pendant 5 ans. Après, on a compris qu'en fait, ces gens-là travaillaient avec 25 salariés. Exactement. Et donc, nous, on a réduit les gens en esclavage pour pouvoir faire ça. Enfin bref, donc on s'est enterré pendant très longtemps pour pouvoir avancer et on commence à avoir des premiers résultats qu'on ne va pas forcément complètement vous présenter aujourd'hui. Mais en l'occurrence, pourquoi dans cette entreprise-là, donc d'interrogation des transformations du capitalisme français sur le long terme, puisqu'on remonte aux années 1840 et on va jusqu'à aujourd'hui, avec, disons, une douzaine de carottages, une douzaine de cohortes, de points d'observation. Pourquoi on a rencontré la question du champ et des réseaux? L'une des raisons, c'est qu'en fait, on s'est dit, premièrement, la sociologie des élites en France est une sociologie qui est extrêmement construite autour de constats qui sont des constats très simples, très stables, très riches, et qui en même temps partagent les mêmes points aveugles, qui sont des points aveugles qui consistent à, paradoxalement, faire l'impasse sur les espaces économiques que ces élites dominent. C'est-à-dire que concrètement, quand vous regardez les grandes variables qui sont faites pour décrire les élites économiques en France, vous avez beaucoup de choses sur leur origine sociale, profession de papa-maman, vous avez beaucoup de choses sur la formation, vous avez pas mal de trucs sur les lieux d'habitation, et puis il y a un gros trou noir qui s'appelle les entreprises, et on ne sait pas quelles sont ces entreprises, quelles sont leurs propriétés, dans quel secteur elles se déroulent, dans quel secteur elles se déploient, etc. Or, on s'est dit, ça c'est quand même un truc un petit peu bizarre, d'autant plus que ce trou noir-là, quand on regarde les travaux nord-américains, il n'existe pas. Donc ça a été, disons, une première chose. Deuxième chose qui nous a amené à nous poser la question de la sociologie, enfin, rapprochement champ et réseau, c'était que justement, dans le dialogue comparatif un peu implicite qu'on voulait construire avec la sociologie nord-américaine, on voyait que la sociologie des élites en France, elle était beaucoup construite à partir du vocabulaire des champs, pour cause, beaucoup construite à partir de la sociologie de Bourdieu, et qu'aux États-Unis, c'est beaucoup construit à partir d'outils qui sont les outils d'analyse de réseau. Et donc on s'est dit, si on cherche à construire un dialogue, il va falloir essayer d'articuler un gap entre les deux. Et donc on s'est trouvé, si je simplifie, en face un peu de deux enjeux pour le propos d'aujourd'hui, qui étaient d'une part l'articulation d'une sociologie des élites et d'une sociologie des organisations, d'une réflexion sur les élites et d'une réflexion sur les entreprises, comment articuler ces deux dimensions-là, et puis deuxième enjeu, comment essayer de construire un dialogue
entre la théorie des champs, disons, et puis l'analyse ou la méthode des réseaux. Donc c'était un petit peu ça le point de départ empirique, qui nous a amené, évidemment, et pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, on a essayé un peu de préciser un peu ça, à réfléchir un peu plus frontalement, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, sur la deuxième question, c'est sur cette articulation, réseau et champ. Alors, cette question-là, c'est une question qui est, a priori, qu'on peut poser assez frontalement, c'est qu'on est en face de deux tentatives, ou de deux outillages théoriques et méthodologiques. Je pense que là, c'est vraiment très très important d'avoir les deux en tête. Deux outillages méthodologiques et théoriques qui visent à décrire l'espace social, ses fragmentations, ses hiérarchies, ses segmentations, et que qu'on peut assez facilement les présenter comme deux topographies concurrentes. L'une des questions est de savoir si véritablement c'est concurrent ou si on peut éventuellement essayer de les articuler et comment. On va voir qu'il y a des tentatives d'articulation entre ces trucs-là. Alors, cette question-là, elle n'a pas été, à notre connaissance, énormément travaillée. Il y a des articles, on va beaucoup en parler dans un premier temps, il y a pas mal de trucs en fait, qui ont été faits, mais finalement pas autant qu'on aurait pu le penser quand on voit l'importance de ces deux propositions dans la sociologie contemporaine de ces, disons, 30 dernières années. Il n'y a pas énormément de questions qui ont été, enfin de travaux qui ont on est, j'ai envie de dire, au milieu du gué, hein, dans cette entreprise d'articulation des champs et des réseaux. Et nous, pour des raisons que je viens d'expliquer, on peut difficilement faire l'impasse là-dessus, parce que c'est une question qui est une question assez centrale en sociologie des élites, dès lors qu'on veut essayer de rentrer dans un dialogue avec des travaux anglo-saxons. C'est aussi rentrer dans un dialogue de manière très triviale, c'est-à-dire que dans les chantiers comparatifs, le point de départ du papier qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est en fait disons une sollicitation pour un workshop européen qui s'est tenu l'été dernier en Suisse, et c'est pas un hasard si les collègues suisses nous ont dit en fait on a envie de mettre autour de la table des Anglais, des Américains, des gens d'un peu partout, et puis du coup on va faire le truc sur champs et réseaux. Voilà. Puisque concrètement, pour que les gens se dialoguent, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente et essayer de réfléchir un petit peu formellement à comment on peut articuler les deux. En même temps, on n'est pas reparti avec beaucoup plus de propositions, parce que finalement c'était aussi une proposition d'avoir ensemble des gens qui venaient de pays où on faisait du champ, qui sont aussi la Norvège par exemple, qui est très bourdieusienne, etc. Et des gens qui venaient de pays où on faisait du réseau. On s'est écouté, c'était intéressant, on a eu des questions, mais il n'y a pas eu beaucoup de propositions pour faire avancer sur la complémentarité ou la concurrence. Et donc on va vous dire du coup où on en est à la fin, en fait, en présentant notre propre travail. Et avant, on a pris le cahier des charges comme étant un peu pédagogique aussi, à tort ou à raison, pour la séance, donc en présentant aussi des travaux d'autres gens qu'on critique des fois, mais souvent on apprécie bien, oui. qui sont posés la question de ces complémentarités. Donc on va beaucoup vous présenter, donc on va avoir grosso modo un peu de temps, sans doute un peu déséquilibré, des éléments théoriques dans lesquels on va beaucoup piquer aux copains, hein, donc c'est pas une revue de littérature formelle, mais c'est plutôt les intuitions qu'on a pu trouver intéressantes, nous, à droite et à gauche, et qui sont assez éparses. Donc je pense que la plus-value qu'on peut avoir dans cette première partie, c'est un peu de mettre tout ça sur la table, sans doute dans un ordre qui ne sera pas forcément complètement évident, même si on va vous présenter un plan, là, de manière un peu présomptueuse. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on aura une présentation un peu plus empirique, centrée sur nos données. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de rappeler un peu quelles sont les ambitions. Et il me semble que dans l'analyse des champs et l'analyse de réseau, il y a une ambition qui est partagée, et puis une série d'intuitions qui sont également des intuitions communes. Donc, il y a disons, un socle de départ qui est assez compatible, en fait, de représentation de l'espace social. Il y a en même temps des oppositions assez fortes qui renvoient d'une part à des enjeux descriptifs. Que l'analyse du réseau et l'analyse des champs, c'est à la fois un outil de description du monde social et un outil d'explication du monde social. Et il nous semble que sur la dimension descriptive comme sur la dimension explicative, on a des propositions qui sont assez différentes, ou en tout cas qui peuvent être assez fortement contrastées. Et puis, dans un troisième temps, dans cette partie théorique, on essaiera de vous présenter comment on peut essayer de combiner les deux, notamment en précisant le sens de certains capitaux dans l'analyse des champs, et puis en essayant de voir comment on peut utiliser l'analyse de réseau pour affiner la construction d'un espace que l'on peut continuer à penser en termes de champs.
Voilà en gros comment on va procéder, puis on articulera une coda, disons un point d'articulation entre la partie empirique et la partie théorique sur la question de l'hétérogénéité des champs et sur la modalité de leur articulation. Donc, on ne sait pas du tout de quoi vous partez les uns les autres sur tout ça, il ne faut pas hésiter à nous interrompre aussi, nous ça nous donnera aussi une idée si c'est trop simple ou si c'est trop compliqué ou si c'est complètement à côté de la plaque. Enfin, je pense qu'on peut anticiper un peu sur la discussion de la fin, si au fur et à mesure, sur des points précis, il ne faut pas hésiter. Oui, surtout s'il y a des choses qui vous semblent complètement triviales, vous n'hésitez pas à nous dire, bon tout ça c'est trivial, vous évacuez, parce que voilà. Donc, okay. Vraiment n'hésitez pas, c'était pas forcément évident de caler l'intervention. Donc voilà. Alors, d'abord sur des généralités un peu simples sur l'analyse de champ et l'analyse de réseau, bon, je le disais tout à l'heure, on est face à des topographies, donc l'idée que le monde social peut se saisir comme un espace, ce qui est une première proposition qui ne va pas du tout de soi. Il suffit d'imaginer, je sais pas, la manière dont un économiste peut se représenter le monde social, ça ne sera pas forcément spontanément un espace qu'il cherchera à décrire, avec des relations à l'intérieur de cet espace, ce ne sera pas forcément comme ça qu'il se représenterait le monde social. Donc on saisit le monde social comme un espace, et cet espace est défini comme un espace de position, davantage que comme un espace d'individu. Donc en gros, c'est un espace de chaise qui peut être, disons, décrit indépendamment des individus et des spécificités des individus qui les occupent. Donc l'idée qu'on peut décrire un espace qui est un espace en quelque sorte institutionnel, au sens de Durkheim, c'est-à-dire qui est indépendant des individus, des individus qui occupent ces positions. Par ailleurs, autre série d'intuitions communes, il s'agit de décrire cet espace à l'aide d'outils qui sont simultanément des outils quantitatifs, ce qui emporte toute une série de contraintes empiriques évidemment, mais ces contraintes empiriques ont évidemment des implications théoriques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des outils quantitatifs, et par ailleurs il s'agit également d'essayer de faire jouer un rôle très important à la visualisation. Dans les deux cas, il y a des enjeux de représentation visuelle. L'analyse de champ est inséparable dans son développement en France d'outils statistiques qui lui préexistent très très largement, qui lui sont très antérieurs, qui est l'analyse géométrique des données. Et puis l'analyse de réseau s'est construite aussi comme un outil de visualisation, même si la plupart du temps, quand on regarde un graphique de réseau, on ne voit rien du tout dessus. On voit des points et puis des traits compliqués entre les points. Et puis, bon, moi je suis assez hostile personnellement à la visualisation, en particulier en analyse de réseau, mais enfin, de fait, ça fait partie aussi disons, des trucs marketing qui permettent de vendre ces méthodes. Mais cela dit, dans la CM, on ne voit pas forcément grand-chose. Ça peut être assez marketing, et au-delà du truc marketing qui est complètement vrai, je pense que c'est quand même intimement lié à l'idée de spatialisation qui après pose plein de problèmes par ailleurs, notamment quand on veut faire bouger ça dans le temps, et c'est une difficulté que les deux méthodes et les deux théories partagent, de penser la dynamique et la mesurer et la représenter. Mais du coup, je pense que l'enjeu de visualisation, même si en fait les papiers ne mettent pas tous en œuvre des visualisations parce qu'elles ne sont pas très lisibles, l'idée que la structure sociale elle se déploie dans un genre d'espace qui est fait dans des positions qu'on peut distribuer selon des dimensions, elle est vraiment partagée et elle est importante pour penser le dialogue entre les deux. Troisième intuition, c'est que pour décrire cet espace, en fait, quand on essaie d'attraper le monde social, il faut s'intéresser moins ou au moins autant aux relations qui existent entre les entités qui composent cet espace, les relations entre les individus, les relations entre les organisations, les relations entre les pays, si on le fait rarement, et au moins autant que les propriétés des individus. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que ce qui est très très important, c'est pour ça qu'on peut parler dans les deux cas, on a pu parler de méthode structurale, c'est qu'il y a un primat, ou en tout cas une importance très très forte qui est attachée à la question de la relation, même si, on va le voir tout de suite, la notion même de relation est très différente en fait dans ces deux approches. Mais il y a l'idée que l'univers social n'est pas un univers de monades laniciennes isolées les unes des autres, mais qu'il faut partir des liens qui peuvent exister entre les individus et les composants du monde social pour comprendre le monde social. Autre manière de formuler les choses, ce sont davantage les relations des individus, leur position dans un espace relationnel qui compte, que les propriétés substantielles de ces individus
alors chez certains réseauistes disons un peu énervés, ça peut donner des propositions du genre, on se moque de savoir si l'individu est riche ou pauvre, si c'est un garçon ou une fille, s'il est diplômé ou peu diplômé, etc. Non, ce qui compte, c'est la position dans la structure des relations. Donc, les propriétés sociales de l'individu sont gommées. Alors, il n'y a plus trop de gens aussi énervés, je crois. Mais enfin, au début des années 80, il y avait quand même dans la littérature, il y avait des gens qui étaient quand même un petit peu salafistes comme ça, et qui pouvaient tenir donc, des propositions assez dures, disant gommons toutes les propriétés sociales, ce qui compte, la seule efficace du social passe par la position dans un espace relationnel. Alors là encore, il y a des versions qui sont plus ou moins dures, mais enfin, il y a quand même dans les deux méthodes l'idée qu'il faut disposer d'outils quantifiés qui permettent de saisir un espace qui est un espace fondamentalement relationnel, et dans lequel il s'agit d'écrire des positions relatives. Ça peut sembler moins intuitif pour les bourdieusiens, parce que du coup, si on fait une opposition simple, attribut versus relation, droite versus gauche, etc., on dit, mais quand même, les bourdieusiens, ils passent leur temps à recueillir des informations sur les propriétés des individus. Mais en fait, ce qui est vraiment, là aussi, je pense que le point de comparaison qu'il faut mettre en œuvre, c'est par exemple des économistes ou des approches inspirées de l'économie. Ce qui va les intéresser, c'est moins le niveau de revenu des gens dans l'absolu que leur niveau de revenu relativement à celui du champ pertinent. C'est-à-dire que sans doute c'est le volume du capital économique, mais en fait c'est surtout de savoir s'il est élevé ou pas à l'intérieur d'un champ, même pour quelque chose d'aussi simple en théorie à mesurer que le revenu. Et c'est frappant pour nous de voir comment en anglais, souvent Bourdieu est vraiment placé dans la sociologie relationnelle. Ça peut sembler bizarre vu de France, mais il y a de vraies raisons à ça. On va tout de suite le repréciser en rentrant dans ce que c'est qu'une relation dans les deux cas. Alors maintenant, une fois qu'on a vu un peu ce socle commun entre les deux approches, on va essayer de rentrer dans les choses un peu plus précises, en essayant de voir quels sont un peu les contrastes, et ces contrastes qui jouent, je l'ai dit tout à l'heure, un peu sur deux plans, à la fois sur la conception, la description, quels outils sont pertinents pour décrire ces espaces sociaux, et puis sur le plan de l'explication, quelles sont les conceptions de la causalité qui sont très différentes dans ces deux approches. Alors on va à chaque fois on va vous présenter un peu une même séquence, qui va être une séquence du genre un peu la caricature de l'opposition entre les deux approches, et puis à la fois une petite complexification quand même pour essayer de montrer que cette caricature d'opposition elle est en fait un petit peu moins triviale que ce qu'elle peut sembler. Alors sur l'aspect je dirais descriptif, on peut dire l'opposition principale qui est souvent soulignée, notamment par les bourdieusiens, quand ils font l'effort, comme par exemple Gisèle Sapiro, de spécifier la particularité de l'approche bourdieusienne par rapport à l'approche réseau ou l'approche structurale, ils insistent très souvent sur le fait qu'il y a en fait une différence d'acception entre ce qui constitue une relation dans l'analyse de réseau et puis dans l'analyse de champ. Dans l'analyse de réseau, la relation renverrait par exemple, très souvent dans la lecture qu'en donnent les bourdieusiens, la relation, ce serait une relation qui serait une relation subjective ou intersubjective, par exemple l'amitié, l'estime, le respect, l'affection, etc., qui peut renvoyer à quelque chose que l'on partage ou qui peut renvoyer aussi, c'est aussi très souvent le cas, à une interaction. À quel moment avez-vous discuté avec telle personne, etc. Et pour un certain nombre d'auteurs d'analyse de réseau, effectivement, l'analyse de réseau est une espèce de généralisation quantitative de l'interactionnisme. Et donc, il s'agit de partir des interactions et simplement de partir du principe que la structure de ces interactions pèse. C'est pas seulement l'interaction j'agis, tu réagis comme dans l'interactionnisme symbolique de Chicago classique, mais c'est une acception de l'interaction qu'il faut replacer dans un réseau beaucoup plus vaste, mais où la relation est avant tout une interaction. Du coup, les relations sont très rarement, dans les travaux d'analyse de réseau, soulignent en particulier les bourdieusiens, c'est pas tout à fait vrai, il y a des travaux anciens où c'est présent, mais enfin, les relations sont très rarement des relations négatives, c'est très rarement des relations de haine, des relations d'inimitié, des relations de guerre, des relations de conflit, des relations de concurrence ou autre, c'est pas trop ça qui est pris en compte, alors que évidemment ces relations de domination là sont absolument constitutives de l'analyse de réseau. Dans l'analyse de champ, les relations sont conçues comme des relations qui sont davantage des relations, premièrement, de domination. Elles sont posées avant tout dans un champ, les relations sont en général des relations hiérarchiques dans lesquelles A domine B.
ces relations de domination sont des relations de domination qui sont des relations de domination objectives. Alors, je passe très vite là-dessus parce que tout ça, c'est des choses que vous connaissez par cœur, mais comme vous le savez, les relations de domination dans un champ ne dépendent pas de la conscience que les agents qui sont engagés dans cette relation ont d'être dominés ou dominants dans cette relation. Plus encore, moins vous en avez conscience, plus vous l'êtes. Hein, plus vous êtes dominant et plus vous êtes dominé. Bon, donc c'est assez pratique comme technique, parce qu'on n'a jamais tort, comme vous le savez. Hein, c'est les théories de la fausse conscience, c'est les théories qui sont infalsifiables. Hein, mais enfin, ça c'est un autre débat, qui est amusant par ailleurs. Mais qui donc sont des relations de domination objective. Alors du coup, de quoi ça dépend? Ça dépend, comme vous le savez, des capitaux qui sont détenus, autrement dit du volume de ces capitaux. L'individu qui est en haut est un individu qui a beaucoup de capital, l'individu qui est dominé est un individu qui a peu de capitaux. Non, c'est plus compliqué, ça dépend du volume, mais aussi de la composition, typiquement, du portefeuille de capitaux. Alors, la composition classique, si on se fonde sur la distinction, c'est la distribution des capitaux entre capital économique et capital symbolique, capital économique, capital culturel. Plus précisément encore, ça dépend du volume, de la composition, mais en fait, ça dépend de la différence de structure et de volume de capitaux entre les agents du champ. Donc si on veut saisir une relation de domination, c'est beaucoup plus sophistiqué évidemment qu'une interaction, c'est beaucoup plus abstrait aussi, la relation de domination dépend de la différence du volume et de la composition du portefeuille des capitaux des différents agents qui sont à l'intérieur du champ. Donc des conceptions de la relation qui sont a priori extrêmement différentes. Alors deux petits caveats assez bassement empiriques en fait sur ce qui se fait réellement dans ces deux traditions de recherche et quels liens sont vraiment pris en compte dans les recherches qui nuancent un peu cette opposition permanente des deux côtés qui est faite entre relation et attribut. Donc sachant que oui, les bourdieusiens regardent aussi des relations, mais finalement qu'ils déduisent de combinaisons d'attributs qui permettent d'objectiver des formes de domination. En réalité, quand on regarde plus calmement ce qu'on appelle des relations et ce qu'on appelle des attributs dans la recherche, alors il est vrai qu'il y a des choses que tout le monde sera d'accord pour appeler des relations. Effectivement, tout ce qui peut dériver de l'interactionnisme symbolique systématisé par des entretiens ou par l'observation. Donc dire, ok, à tel moment, ils se sont adressés la parole, ouais, c'est vraiment une relation, c'est vraiment pas un attribut. Il y a des choses qu'on peut vraiment penser comme des attributs et pas des relations, même si en fait c'est compliqué parce qu'on peut montrer qu'elles sont construites relationnellement, hein, comme en fait le sexe, l'âge, la classe sociale, etc. On sait bien que la notion de sexe, c'est aussi ça repose sur la notion de genre qui est relationnelle et ainsi de suite, mais on peut être d'accord, disons que c'est plus facile de le représenter sous la forme d'une couleur de points dans un graphique que sous la forme d'un trait entre deux points. Mais en réalité, dans la gamme de ce qu'on étudie empiriquement, il y a beaucoup de choses qui sont un peu à la frontière entre être une qualité intrinsèque des individus, pour rester dans le cas où c'est des personnes physiques qu'on étudie, et entre être une relation. Des exemples typiques qui se posent souvent des cas qui se posent souvent dans la sociologie des élites, les liens familiaux. Est-ce qu'être le cousin de quelqu'un, c'est vraiment une relation? Et qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? C'est pas forcément une relation qui est actualisée par des interactions fréquentes. Il se peut même qu'on soit cousin sans le savoir. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là? Est-ce que ça constitue vraiment une relation? Pas dans un sens interactionniste généralisé en tout cas. Ça constitue effectivement une relation plutôt d'ordre objectif que subjectif, éventuellement entre les personnes dans un certain nombre de cas. Si on pense aux anciens élèves d'une même grande école, protopos de la sociologie des élites en France, s'ils sont anciens élèves de l'école normale supérieure qui a des toutes petites promotions dans la même discipline rentrées au même moment, on peut supposer qu'ils ont eu beaucoup d'interactions à un moment, sans pouvoir d'ailleurs savoir si elles sont positives ou négatives. En revanche, s'ils sont juste polytechniciens à 30 ans d'écart, on peut dire c'est juste un attribut. Sauf que ça crée probablement un potentiel pour avoir des interactions plus facilement dans certaines situations, pour entrer en relation sur la base du fait qu'on est tous les deux polytechniciens. Le cas des auteurs d'une même revue que cite Gisèle Sapiro et Clément aussi, en fait, on trouve ça très régulièrement dans des analyses factorielles du champ littéraire, de mettre comme attribut des individus avoir écrit dans une même revue, et réciproquement chez des gens qui abordent le monde littéraire en termes de réseau, on trouve ça très souvent comme relation d'avoir écrit dans une même revue, même des fois si c'est à 10 ans d'écart. Donc ça, ce que tout ça me dit, il me semble, c'est un des petits chevaux de bataille que j'ai depuis longtemps dans le monde de l'analyse de réseau, et où je pense un point auquel je pense que les Français réfléchissent un peu plus que d'autres, mais pas encore suffisamment,
c'est à quel point ce qu'on qualifie de relation relève en fait d'une interaction qu'on peut situer dans le temps et dans l'espace où les deux personnes sont parties prenantes, sont vraiment conscientes du truc, où c'est réellement intersubjectif, ou ce qu'on va traiter en fait avec les mêmes logiciels, les mêmes représentations graphiques, etc., et qu'on peut appeler lâchement un lien, peut en fait constituer un potentiel pour entrer en interaction de la façon précédente, qui relève à certains égards plus de la similitude, ou d'avoir quelque chose en commun qu'autre chose. Donc c'est presque du lien à l'état seulement potentiel, et dans ces cas-là, on se rapproche beaucoup plus de la logique soit de l'attribut, soit de la relation objectivée à la mordu. Donc il me semble que là-dessus, on n'a pas intérêt à durcir la dichotomie, mais plutôt à se demander si ce qu'on a appelé un peu facilement relation ou attribut, parce que d'habitude c'est considéré comme ça, est plutôt justiciable de telle ou telle interprétation. L'autre nuance qu'on peut faire de façon beaucoup plus évidente en regardant les travaux empiriques, notamment de sociologie des élites, c'est qu'en fait, les travaux qui s'appuient sur les réseaux en la matière, en particulier les travaux états-uniens que Pierre mentionnait sur les grandes entreprises, très souvent, le seul lien qu'ils prennent en compte, la seule relation qu'ils prennent en compte, c'est le fait d'appartenir à une même organisation. Donc, typiquement, les conseils d'administration d'entreprise, on va y revenir parce que c'est ce qu'on a fait aussi, où ça peut être tel ou tel club d'élite. Et donc on décide que parce que les gens sont dans un même cadre, ils ont des relations tous entre eux. Et en réalité, cette relation de co-affiliation est très loin de ce que les interactionnistes symboliques appelleraient une relation, certainement, et sans doute justiciable du coup d'interprétations qui permettent assez bien de jouer à la fois sur le côté réseau et sur le côté champ, parce que précisément, c'est pas un type de relation qui relève caricaturalement de la relation intersubjective d'un côté ou de la relation objective ignorée à la limite des acteurs de l'autre. Donc c'est une raison, il me semble, d'explorer d'autant plus la complémentarité entre les deux méthodes lorsque ce qu'on entend par réseau en fait relève de la coparticipation à tel ou tel type d'organisation. Qui est un vieux thème, chez y compris les bourdieusiens. C'est vraiment marrant de citer Boltanski en tant que bourdieusien sans l'aspect, qui est le thème des multi-appartenances, qui était très très bien mis en place dans cet article très ancien et très chouette, l'espace positionnel, sur la multi-appartenance des professeurs à Sciences Po Paris. Et typiquement, ce tableau un peu sui generis, dans sa forme de représentation graphique qui est donnée dans l'article, on peut le traiter aussi bien en analyse factorielle qu'en analyse de réseau, si on veut. Et c'est très difficile de dire si les choses qui sont décrites dans ce tableau relèvent vraiment de relations interindividuelles ou d'attributs individuels. C'est quelque chose un peu entre les deux, mais qui est donc très central pour la sociologie des élites. Alors, deuxième volet, disons, de la mise en contraste un peu caricaturale, enfin là, un peu moins caricaturale entre l'analyse de réseau et l'analyse de champ, c'est sur la conception de la causalité qui est engagée dans ces deux démarches. Alors, on peut dire que l'analyse de réseau engage, on va y revenir, des conceptions de la causalité qui sont des conceptions assez hétérogènes. Il n'y a pas une seule manière de penser la causalité dans l'analyse de réseau. Une manière assez, je dirais, assez commune, assez fréquente, en particulier dans la littérature que nous fréquentons, sur les entreprises et sur les élites, est de s'intéresser au fond à une causalité qu'on pourrait appeler là aussi assez facilement interactionniste. C'est une causalité de proximité, c'est une causalité mécaniste, c'est-à-dire que j'agis, tu réagis. Par exemple, quand on s'intéresse à disons, à l'analyse de réseau pour expliquer la diffusion de certaines pratiques, de certaines stratégies organisationnelles, on peut se dire, ben, tiens, en fait, le réseau compte. Pourquoi ? Bien parce que je vais siéger dans le même conseil que M. Duchmurk, donc je vais faire la même chose que M. Duchmurk. Je vois que dans l'entreprise de M. Duchmurk, on fait un truc, ça marche bien, je vais l'imiter. Autre manière de faire, je siège dans le même conseil que M. Duchmurk, je vais récupérer des informations que M. Duchmurk donne dans cette enceinte. M. Duchmurk raconte qu'il a rencontré le président de la République, je ne sais pas quoi, et que le président lui a dit « Ah, tu sais, blablabla », et donc je note, et j'ai récupéré l'information. Diffusion, imitation, diffusion d'informations. Troisième type
disons, de lien causal que l'on peut imputer à travers le réseau, c'est l'intercession politique, la mise sous pression. Je siège dans le même conseil que monsieur machin, je vais lui demander de faire pression pour m'aider à obtenir telle ou telle situation. Je les formule de manière triviale, mais c'est des formes de causalité typiques que l'on retrouve très fréquemment dans les réseaux, donc vous voyez bien que si le réseau compte, c'est parce que des choses circulent à travers le réseau, hein, et que la causalité est une causalité qui est assez, je dirais, assez intuitive, hein, assez mécaniste en sociologie, en particulier pour ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, ont été plus ou moins formés à des formes plus ou moins dures ou ramollies d'interactionnisme. Donc là, on est un peu en terrain connu. La causalité en matière d'analyse de champ, elle est en fait beaucoup plus bizarre, et elle est d'ailleurs du coup beaucoup plus, je dirais, implicite, me semble-t-il, beaucoup moins assumée, et à certains égards beaucoup plus ancienne, et beaucoup plus opaque, hein, aussi. Je vais développer ici un peu deux idées. La première idée, c'est l'idée d'effet de champ, et puis la deuxième idée, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on explique et comment on explique ce qu'on explique. Alors, la première idée, c'est l'idée d'effet de champ, qui est, je crois, vraiment au cœur de la conception de la causalité en analyse de réseau telle qu'elle a été mise en place par Bourdieu au début des années 70. J'insiste sur la date. Vous savez que Bourdieu disait de la reproduction que c'était son dernier travail de structuraliste heureux. Alors peut-être qu'après il était malheureux, mais il était toujours quand même pas mal structuraliste. C'est-à-dire qu'il y a véritablement dans la manière dont Bourdieu construit la notion de champ et la manière dont cette notion de champ va être engagée dans des raisonnements causaux, une inspiration structuraliste qui est vachement nourrie. Ça, il y a des spécialistes de la pensée de Bourdieu qui l'ont montré, de la manière dont Bourdieu lisait Cassirer lisant Galilée. Donc on est vraiment dans une généalogie qui est une généalogie très particulière, qu'il faut... Alors je dis pas ça uniquement par plaisir de l'histoire de la pensée sociologique, hein, c'est pas uniquement ça, c'est juste pour dire, attention, c'est quand même un petit peu exotique. La notion d'effet de champ n'est pas du tout dans une notion qui est une notion, disons, de causalité classique mécaniste, c'est-à-dire que la manière dont le champ... la première idée, c'est de dire que la notion d'effet de champ, c'est l'idée que, en fait, c'est A ne pèse jamais sur B, c'est le champ qui pèse sur B, et si A pèse sur B, alors il va le faire en étant totalement diffracté par le champ et par l'effet du champ. D'accord ? Donc il y a un effet qui est un effet indirect de A sur B. Alors, ensuite, cette notion de causalité qui passe par l'effet de champ, elle est, pourquoi je renvoyais à la physique galiléenne, ben c'est notamment dans un excellent papier de 2003 d'Isabelle Martin, publié dans la JS, souligne en fait que cette causalité, elle est inspirée de la causalité galiléenne telle qu'elle est mise en place avec la notion de champ gravitationnel. Martin explique que la théorie des champs pose en fait qu'il existe un champ gravitationnel qui enveloppe les entités qui sont engagées dans les processus causaux que l'on cherche à examiner. Ce champ, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas le mesurer. La seule chose qu'on peut faire, c'est constater ses effets. On constate que quand on met des trucs dans cet espace, il se passe des choses qu'on ne sait pas expliquer autrement qu'en postulant qu'il existe quelque chose comme un champ et quelque chose comme une force qui se déploie à l'intérieur de ce champ. Alors, Martin, comme beaucoup de commentateurs contemporains de Bourdieu, en particulier de commentateurs nord-américains de Bourdieu, il n'est pas très confortable avec ça. Il trouve ça un peu obscur. Et donc une manière de se sortir de l'affaire, dont je ne suis pas tout à fait sûr que Bourdieu aurait trouvé cette manière-là satisfaisante, c'est de dire, en fait, le champ, c'est quelque chose dont on postule l'existence, et l'effet de champ, c'est un effet dont on postule l'existence quand on n'a pas encore la théorie mécanique qui va permettre d'expliquer effectivement ce qui se passe. Et dans ce papier de 2003, Martin, très clairement, qui est un papier qui est plutôt sympathique hein, par rapport à la théorie du champ, hein, c'est pas un article critique, hein, il dit en fait l'effet de champ c'est une espèce de causalité provisoire que l'on va progressivement affiner en faisant apparaître les mécanismes concrets à mesure qu'on sera en mesure de les faire remonter, de les déployer, etc. etc.
Mais vous voyez qu'on est dans une conception de la causalité, qui est une conception de la causalité qui est premièrement très différente de la conception beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive, mécaniste, interactionniste qu'on trouve dans une partie de l'analyse de réseau, et qui est par ailleurs un peu moins, disons, mainstream pour la sociologie et à certains égards un peu plus ancienne. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire sur la notion de la causalité dans l'analyse des champs, c'est autour de la notion d'homologie, qui est une notion absolument cruciale pour expliquer comment les champs se reproduisent. Alors, on a beaucoup insisté dans la critique qu'on a adressée à Bourdieu sur l'idée que chez Bourdieu, en fait, on a une pensée de la reproduction et non pas une pensée de la production, une pensée de l'innovation. Ce à quoi Bourdieu répondait, et moi je suis assez prêt à le suivre là-dessus, de dire que quand même la plupart du temps le monde social se reproduit. L'une des spécificités, l'une des propriétés du monde social, c'est quand même son extrême stabilité. Et il disait, moi je veux bien, mais enfin si jamais j'arrive à expliquer la reproduction, j'arrive à expliquer 95% de ce qui se passe, finalement c'est pas mal. Bon. Alors le truc qui a été peut-être un petit peu moins systématiquement souligné, c'est, disons, la manière dont cette reproduction est expliquée. Et chez Bourdieu, on le trouve, ça c'est des choses qu'on trouve par exemple dans les deux grands bouquins de la fin des années 70, dans le sens pratique comme dans la distinction, il y a l'idée qu'on a chez Bourdieu ce qui explique et ce qui est expliqué, c'est la même chose, c'est le champ, et que le champ explique pourquoi l'on agit d'une certaine manière, et puis le champ, la manière dont on agit va ensuite expliquer le champ. Et donc on est dans un schéma qui est comme ça, où on a en gros la variable dépendante et la variable explicative sont la même, et ce qu'il s'agit d'expliquer c'est pourquoi ça reste à peu près stable. Et ce qui est vraiment au cœur de ce dispositif causal là, c'est la notion d'homologie. Alors, je vais présenter rapidement la notion d'homologie à partir de la manière dont elle est pensée, dont elle est posée dans la distinction, à partir de la juxtaposition des différents champs. L'une des grandes questions de la distinction, évidemment, c'est l'une, peut-être que ça vous a aussi étreint au moment où vous avez lu ce bouquin, c'est mais est-ce que je ne peux pas être dominant dans un champ et dominer dans un autre champ? Est-ce que je ne peux pas avoir des pratiques très chic dans le champ musical et des pratiques très populaires dans le champ sportif? Et Bourdieu répond à cette question-là, il répond en gros, une configuration comme celle-là, dans laquelle ça serait le même petit bonhomme agi par le même habitus, qui simultanément ferait de l'accordéon et du golf, ça c'est quasiment impossible. Il y a un rapport qui est un rapport, ce que nous dit Bourdieu, c'est qu'il y a un rapport qui est un rapport homologue entre les champs, autrement dit, si je suis distingué dans le champ sportif, si je joue au golf dans le champ sportif, je serai distingué dans le champ musical, je jouerai du piano ou du violon, ou en tout cas, mais certainement pas de l'accordéon. Alors la question c'est pourquoi? Donc, du coup, ça permet d'écrire un espace, des styles de vie qui permet d'être associé à des positions sociales. Ça sont des choses qui sont bien connues. Donc, les dominants font du golf et du piano, et puis les dominés font du foot et jouent de l'accordéon. Et l'idée de Bourdieu, derrière, c'est de dire que si les champs sont homologues, c'est que l'espace des pratiques est produit par l'habitus des gens qui y interviennent. Autrement dit, dans chacun de ces champs, on a un bonhomme avec un petit moteur à l'intérieur qui est un habitus. Et cet habitus, nous dit Bourdieu, il produit des pratiques qui sont elles-mêmes des pratiques homologues. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même structuré de manière homologue par rapport au champ. Donc l'habitus, c'est un système qui est un système de différence. Et l'individu qui est par exemple placé dans la position dominante dans le champ sportif comme dans le champ musical, en fait il a fait toute sa vie l'expérience de la position relative qu'il occupe dans les différents champs. Et donc ce qu'il applique, ce n'est pas un ensemble de recettes substantielles, c'est une série de pratiques qui lui permettent de maintenir sa position relative dans les différents champs. Et donc on a une conception qui est une conception très fortement structurale dans la distinction de ce qu'est l'habitus, de ce qu'est aussi un champ. Et si le champ au temps n, au temps t, se reproduit au temps t-1, c'est qu'il est reproduit par l'habitus au temps, mettons, t-0,5, au temps t plus 0,5, et que les trois, champ et habitus, ont la même structure qui est une structure homologue. Donc vous voyez là encore, alors, tout ça soulève énormément de questions qui là aussi ont été beaucoup, disons,
soulevé dans les critiques qu'on a adressées à Bourdieu, c'est expliquez-nous comment on fabrique un habitus, pas de réponse, expliquez-nous comment l'habitus est mis en forme, pas de réponse, etc. etc. Mais il y a derrière l'idée d'une espèce comme ça d'implacable marqueterie structurale, si vous voulez, qui va permettre l'autoreproduction des champs et leur mise en cohérence dans un espace social donné. Donc vous voyez, c'est quand même une pensée qui va, enfin le reproche, disons, de l'immobilisme causal, enfin disons de la reproduction et de la circularité chez Bourdieu, en fait cache, à mon avis c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'une conception causale qui est extraordinairement sophistiquée, très riche et assez difficile à mettre en évidence. Alors pour reprendre la structure dialectique un peu de la partie d'avant, pour expliquer pourquoi malgré tout ça il y a des formes de compatibilité et de mise en complémentarité possible entre la vision champ et la vision réseau, là aussi il faut revenir un peu sur la vision en réseau qu'on a présentée de la façon la plus mainstream et qui est vraiment importante sur nos objets, mais qui n'est pas tout de ce que font les réseauistes. C'est-à-dire donc ce qu'a évoqué Pierre, une vision assez interactionniste de la causalité, on pourrait dire connexionniste de façon moins théorique et plus descriptive. C'est-à-dire où ce qui est important pour les causalités, c'est que des choses circulent à travers des liens qui sont presque comme des tuyaux. Donc circulent de l'information, de l'influence, de l'imitation et ainsi de suite. Donc une vision de la causalité qui se fonde vraiment sur le lien positif en tant que central dans les mécanismes de causalité. Et en réalité, si on revient au début de l'analyse de réseau, lorsqu'elle se dégage à la fois comme méthode à part, et comme ce qui n'est jamais devenu justement un paradigme vraiment unifié, mais comme un ensemble de propositions théoriques. Donc si on revient dans les années 70, on s'aperçoit qu'il y a une autre tradition qu'on appelle volontiers plus formaliste de l'analyse de réseau, qui ressemble plus à certains égards à la conception du champ de Bourdieu dans son appréhension de la causalité ou de ce que les liens sont supposés faire. Donc pour poser très rapidement ces deux traditions, je m'inspire d'un papier assez intéressant et pas très connu, je pense, d'Emily Erickson, qui est paru il y a 2 ans dans Sociological Theory, qui est un papier vraiment assez descriptif, mais super bien fait de ces deux traditions de recherche, avec une petite discussion de est-ce qu'il faudrait les faire converger ou pas, comment et pourquoi. Donc là, c'est deux traditions à l'intérieur de l'analyse de réseau, mais on voit assez bien comment la seconde peut donner prise à des convergences ou des complémentarités avec la théorie des champs. Donc la première tradition, c'est celle à laquelle on pense le plus immédiatement, souvent quand on pense au réseau, que Emily Erickson appelle relationnel, parce qu'elle met vraiment la relation au centre, à tel point que chez certains de ses auteurs, notamment Emile Bayer, qui dans le slogan c'est vraiment fonder une sociologie relationnelle, ou les plus récents livres de Harrison White, à tel point que l'idée c'est que les individus ou les groupes sont simplement une propriété émergente des relations. Ce qui peut se rapprocher à certains égards de la théorie de l'acteur-réseau, mais en quand même plus rigoureux, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'ils disent et qu'on peut l'accepter ou le critiquer et le mettre à l'épreuve empiriquement. Mais il y a vraiment cette idée ce qu'on étudie, c'est avant tout des relations, et donc notamment des interactions au sens fort, mais que ces interactions, lorsqu'elles sont répétées, constituent quelque chose qui est plus de l'ordre de la relation et qui va finir par faire naître aussi bien des catégories sociales, sur quoi je pense que Bourdieu à certains égards serait d'accord, mais même les individus, en tant qu'ils ne sont pas les mêmes selon les relations dans lesquelles ils sont pris, et là on est plus directement dans la tradition interactionniste. Donc en tout cas, ce que rappelle Erickson, c'est que du coup, dans le terme de mise en œuvre empirique, c'est une tradition qui est plus volontiers ancrée dans des études de cas, très narratives, très contextualisées, qui insiste aussi sur la variété des contenus des liens, et puis donc sur ce qui circule à travers ces liens, et là on retrouve notre première conception de la causalité, sur la manière dont les individus se construisent dans des interactions qui existent effectivement. Au contraire, la tradition formaliste, on va y revenir, s'intéresse aussi beaucoup aux non-liens, et au moins autant qu'aux liens, ce qui fait un petit point commun déjà avec Bourdieu. Une tradition formaliste que ses fondateurs ont fortement raccroché à Simmel, et avec de bonnes raisons pour ça, qui était aussi finalement ce dans quoi s'inscrivaient les premiers papiers d'Harrison White en la matière, sur lesquels on va traîner un petit peu plus. Donc c'est une tradition qui garde les individus, que ce soit des personnes physiques ou assez souvent des organisations, contrairement au cas précédent, comme unité d'analyse, mais donc qui s'intéresse à différents types de liens plus ou moins ponctuels entretenus entre eux, et surtout qui s'intéresse aux formes, aux configurations qui se dégagent de ces liens, avec souvent une volonté d'abstraire ces formes, c'est l'aspect formaliste au sens fort,
hein, et de dire que des formes similaires de relations qui apparaîtraient dans des contextes extrêmement différents, et là on peut penser notamment à des champs extrêmement différents, pourraient avoir le même type de conséquences. Hein, on peut penser par exemple comme forme de relation à la situation de l'intermédiaire à la Ron Albert, hein, qui renvoie à une forme que Zimmel avait déjà évoquée de triade pas fermée, donc la personne qui cloisonne ses relations, et on va pouvoir s'intéresser à ce que ça fait en général de cloisonner ses relations, que ce soit dans la cuisine, dans le sport ou dans la sociologie. Donc une tradition qui, tout en partant de questionnements et de données empiriques assez différentes de celles de Bourdieu, peut rejoindre certaines parties de la théorie bourdieusienne du champ. Alors quelle est la manière dont ça a été construit en fait en liant vraiment l'aspect théorique à l'aspect méthodologique, notamment dans un papier un peu connu chez les réseauistes de Harrison White, Borman et Brager en 1976, qui est, pour répondre à ta question, le premier papier d'analyse de réseau que j'ai lu, et donc on se demande vraiment comment j'ai pu continuer à m'y intéresser. C'est quand même un papier qui est très vieux, très théorique et très algorithmique, mais c'était intriguant. Bref, non, il y a plein de bonnes raisons à ça, on pourrait revenir pas sur ma vie, sur ce papier, si vous voulez. Mais bref, dans une des traductions méthodologiques, et c'est intéressant, ça va être ce type de représentation, y compris visuelle, qui a l'immense intérêt, de mon point de vue, par rapport au cercle de nœuds habituel qui représente les réseaux, de mettre l'accent sur le fait que la structure sociale, elle est au moins autant construite par les blancs que par les liens. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, si tout le monde avait des liens avec tout le monde, il n'y aurait pas tellement de structure sociale. Et donc, quand on zoome sur les liens et sur les interactions, on voit des choses. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la structure sociale au sens fort, comme un système de position, ou comme une configuration, comme une forme. C'est les blancs qui font la forme, tout autant que les noirs. On peut le regarder du côté qu'on veut. Et donc vraiment, cet article, il met l'accent sur les blocs qui sont vides dans la représentation, et sur le fait que s'il y a tout un tas d'individus qui sont isolés, trivialement, ça nous dit quand même beaucoup de choses sur la structure sociale. Mais plus fortement que ça, donc, ce que fait cette tradition, c'est de définir des positions en fonction, non pas du fait que les gens qui sont dans une même position seraient tous reliés entre eux, vraiment en interaction, et donc des choses circuleraient entre eux, mais les positions, elles sont constituées par des individus qui ont le même profil relationnel dans l'ensemble. Donc là, on le voit bien, c'est difficile à expliquer en général, mais on le voit bien sur l'exemple qui est montré. Si vous prenez le troisième groupe, si vous regardez dans la case ici, qui est censée représenter leur relation entre eux, il n'y en a aucune. Donc c'est des gens qui n'ont aucune relation entre eux. En fait, il s'agit de biologistes et de relations plutôt d'ordre professionnel entre scientifiques, donc ils ne se citent pas, ils ne prennent pas de café ensemble pour parler biologie, etc. Pourquoi alors on dit qu'ils sont dans la même position ? Parce qu'ils ont en commun de ne pas avoir de relation non plus avec ceux en bas qui sont des gros nuls qui n'ont de relation avec personne, et d'avoir pas mal de relations, mais pas plus que ça non plus, mais quand même, par contre avec les deux groupes du dessus. Et donc là, on peut définir une position sociale dans cet espace social de biologistes qui font de la biologie ensemble, on pourrait dire dans un bout du champ de la biologie, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. On peut définir leur position en fonction des relations qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas avec les autres. Et après ces positions, on va pouvoir essayer de comprendre soit d'où elles viennent, soit qu'est-ce qu'elles créent chez eux, soit comment elles se reproduisent elles-mêmes. Et dans l'article de 76, à vrai dire, on voit assez bien que ce qui les intéresse le plus, c'est comment elles se reproduisent elles-mêmes ou pas. C'est-à-dire notamment si des nouveaux biologistes arrivent et que les anciens partent, est-ce que cette structure de position va rester? Donc quelque chose d'assez proche de la réflexion bourdieusienne sur la reproduction des champs, qui à ma connaissance a quasiment disparu de cette littérature ensuite, par ailleurs. Mais on voit qu'on peut aussi s'intéresser à comment les gens sont arrivés dans cette position-là, ou qu'est-ce que ça leur fait ensuite. Et vraiment, leur idée, c'est qu'être dans une position, ça va faire un certain... je traduis très mal et très littéralement de l'anglais, ça va faire un certain nombre de demandes aux individus, ça va leur imposer de répondre à certaines demandes sociales qui correspondent à la définition d'un rôle social. C'est-à-dire qu'avoir cette structure de relation-là, les gars dans le troisième groupe, on va s'attendre à ce qu'ils aient un certain nombre de comportements en tant que biologistes. Ça renvoie à la notion de rôle social, en gros, surtout selon Merton. Donc vous voyez que là, il y a une tradition théorique qui n'est pas aussi importante et aussi développée que la tradition plus connexionniste, notamment dans les business schools, qui ont produit la littérature qui nous intéresse sur les élites économiques, mais qui peut beaucoup plus se rapprocher de celle de Bourdieu, et une méthode d'analyse aussi, qui, c'est par un hasard, a été mobilisée souvent par les quelques sociologues qui ont essayé de
de marier les deux avec cette histoire de bloc modèle. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour terminer le tour d'horizon sur les réseaux en général et pas dans nos travaux, c'est vous présenter justement quelques travaux empiriques précis. Il n'y en a pas non plus des douzaines, mais on a pris des qui nous semblaient assez convaincants chacun dans leur genre de beauté, qui ont essayé d'articuler de différentes manières et à différents niveaux les champs et les réseaux. Alors en commençant par ce qui est peut-être le plus simple et qui a été fait dans 3 ou 4 autres articles que celui qu'on va citer, et c'est pas si répandu que ça et il nous semble que ça pourrait être un réflexe basique, c'est articuler les méthodes et les données empiriques qui vont avec pour décrire au mieux un même espace social, une même structure sociale. C'est-à-dire, au fond, c'est très inductif et fondé sur les données, comme volonté d'articuler les deux. J'étudie des gens ou des organisations. Il se trouve que j'ai des informations à la fois sur des choses qui me semblent être des relations et sur d'autres qui me semblent être des attributs. Et donc je vais mobiliser à la fois l'analyse factorielle et l'analyse de réseau et voir comment je peux les circuler un petit peu entre les deux, simplement pour donner une image plus juste, plus parlante, éventuellement plus dynamique ou autre, de cette structure sociale, en jouant sur le fait que dans les deux cas, on a bien une métaphore spatiale, des positions, etc. Donc finalement, essayer de positionner les individus dans le champ, à la fois sur une base d'attributs et sur la base de leurs relations entre eux. Alors c'est notamment ce qu'a fait François Denord dans un chapitre de sa thèse qui est probablement le meilleur et qui n'a jamais publié, pour des raisons qui échappent à tout le monde, mais qu'il a souvent présenté dans des séminaires, donc je lui emprunte des diapos à cette occasion. Donc il a travaillé sur la naissance du néolibéralisme en France dans l'entre-deux-guerres, et pour ça qui s'est notamment intéressé à un ensemble de gens qui intervenaient dans les lieux où on parlait du néolibéralisme, en étant souvent pour mais parfois contre. Donc des gens qui sont dans beaucoup de clubs de réflexion, de revues, etc. à l'époque, quelques, je ne sais plus, entre 100 et 200 personnes. Et donc ce qui fait d'abord assez classiquement dans l'école bourdieusienne, c'est de décrire par un certain nombre de propriétés de leur trajectoire. On retrouve notamment leurs études, mais aussi leur job et quelques autres choses. Et donc ils positionnent un espace social qui est assez clairement polarisé entre des universitaires, des syndicalistes et des patrons. Et ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, ces gens qui sont assez clairement différents en 3 pôles se retrouvent ensemble. Ils projettent sur cette structure sociale, c'est l'analyse de droite, ils projettent les endroits où il les a trouvés finalement, c'est-à-dire les revues, les clubs où ils se trouvent. Et donc on voit que certaines de ces revues, de ces clubs, mélangent bien les 3 pôles et puis d'autres sont plus d'un côté que de l'autre. Jusque-là, on reste dans la démarche classique en termes de méthode pour explorer un champ. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de systématiser l'étude de leur multi-appartenance, en se disant finalement, au lieu d'ignorer, comme on le fait souvent, ce qui est vers le centre de l'analyse factorielle, c'est-à-dire les lieux où il y a à la fois pas mal de patrons, pas mal de syndicalistes, pas mal d'universitaires et qui sont un peu inclassables, je vais au contraire zoomer sur ces connecteurs, c'est-à-dire aussi bien les lieux que les personnes qui sont un peu partout, puisque comme j'étudie l'émergence de quelque chose de nouveau qui est le néolibéralisme à partir de choses très hétérogènes, en fait, les gens qui sont un peu partout, les organisations, un peu tout le monde ça m'intéresse beaucoup. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il constitue une matrice tout simplement des co-appartenances des individus à des organisations, un réseau d'affiliation, comme on évoquait tout à l'heure, et il a soumis à ce traitement bloc modèle, donc il regroupe les gens, pas seulement qui sont ensemble, mais les gens qui ont le même type de relation ou d'absence de relation avec les autres. On va voir ceux qui sont plus isolés, ceux qui sont partout, ceux qui sont un peu dominés, etc. Donc il en tire le schéma simplifié à droite, où il y a des paquets de gens qui ont un peu le même type de co-appartenance avec tous les autres, et puis il y a un paquet de gens qui est constitué de un Jean, qui est monsieur Louis Rougier, ici, là, qui a un rôle d'intermédiaire particulièrement original, intéressant dans son histoire, et qu'on n'aurait pas vu dans l'analyse factorielle. Là, c'est l'aspect de réseau qui met en évidence son rôle de connecteur improbable. C'est le seul qui est vraiment qui traîne aussi bien avec les syndicalistes qu'avec les patrons, qu'avec tout le monde. Et puis, pour synthétiser tout ça, il reprojette dans toujours sa même image du champ en fonction des propriétés des individus, donc l'analyse factorielle, leur position relationnelle. Hein, et donc on voit qu'il y a certaines positions qui sont vers le haut, qui sont typiques des universitaires, qui donc à la fois se ressemblent du point de vue de leur trajectoire sociale et ont tendance à fréquenter le même genre de lieu, alors le même type de relation avec tous les autres. Et par contre, il y a des positions plus vers le centre qui correspondent plus aux positions de connecteurs, d'individus ambigus, qui peuvent être intéressants pour comprendre la structure. Donc là, il n'y a pas de posture théorique particulièrement originale sur le rapport à la causalité ou autre, hein, mais il y a simplement l'ambition de mieux décrire
cette structure sociale en prenant en compte à la fois là des coprésences, des possibilités d'interaction, de connexion, et puis les variables plus classiques de trajectoire sociale. Et donc avec un petit aller-retour entre les méthodes sur lesquelles on pourra revenir si c'est ça qui vous intéresse et que vous n'en êtes pas familier, vous me direz. Simplement avec ce mélange de méthodes, d'abord traitées séparément puis regroupées ici, il arrive à avoir une vision plus nuancée de la structure de son champ, à la fois sur la base des relations intersubjectives, qu'on peut supposer réelles, parce que c'est des gens qui sont membres ensemble, des trucs tout petits bien au même moment, et puis de relations plus objectives pouvant relever de la domination. Alors, le propre des travaux qui cherchent à combiner les perspectives en termes d'analyse de champ et d'analyse de réseau, on l'a dit, c'est qu'ils sont peu nombreux. Et c'est aussi, si je reprends la distinction un peu basique que j'ai faite tout à l'heure entre les approches, disons, descriptives ou les enjeux descriptifs et puis les enjeux plutôt explicatifs, eh bien, les tentatives de combinaison, elles ont surtout été faites en fait sur la partie descriptive. Alors, c'est pas complètement étonnant, hein, évidemment, si on voit le grand écart qu'il y avait quand même entre les conceptions de la causalité entre les deux traditions, mais ça explique pourquoi ce qu'on va maintenant vous présenter, c'est essentiellement en fait une tentative d'affiner, de complexifier, en l'occurrence plutôt l'analyse bourdieusienne, à partir des outils d'analyse de réseau. Alors, on va vous présenter essentiellement deux choses. La première chose, c'est la manière dont l'analyse de réseau peut être utilisée pour rendre plus palpable, pour plus mesurable certains capitaux qui sont décisifs dans l'analyse de Bourdieu et qui ne sont pas forcément facilement saisissables sur un plan empirique. Si on prend les différentes formes de capitaux qu'il y a chez Bourdieu, capital économique, on voit à peu près ce à quoi ça renvoie, hein, ça peut être des analyses de revenus, ça peut être des analyses de patrimoine, mais on voit à peu près le type d'indicateur dont il faudrait disposer pour pouvoir mesurer. Le capital culturel, bon, souvent c'est quand même de facto un peu approximé par le capital scolaire et par la trajectoire scolaire. Ça devient plus compliqué quand on essaie d'attraper le capital symbolique ou le capital social. Chez Bourdieu, le capital social, il n'est pas tellement utilisé quand même dans la construction des différents espaces. Il a un statut théorique sur lequel on pourrait gloser pendant des heures et il n'est pas très facile à attraper. Alors, il y a un certain nombre de réseauistes qui se sont dit, en fait, les bourdieusiens feraient bien d'aller regarder un petit peu ce qui s'est fait en analyse de réseau, parce que ça leur donnerait des trucs qu'ils pourraient ensuite injecter dans leurs analyses. C'est ce que fait notamment un sociologue néerlandais, Wouter de Noei, qui suggère de distinguer deux sens du capital social. Un premier sens qui lui semble assez cohérent en fait avec une approche à la Bourdieu, qui fait du capital social en gros qui suggère de comprendre le capital social comme étant le volume de ressources auxquelles les relations d'un individu lui donnent accès. En gros, si vous avez des copains qui sont très riches et très diplômés, vous avez beaucoup de capital social. Et si vous avez plein de copains qui sont pas riches et pas diplômés, vous n'avez pas de capital social, puisque les gens qui sont vos copains, ils ne peuvent pas vous rendre beaucoup de services parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Je simplifie un peu, mais en gros c'est ça. Et puis il y a une notion qui, pour de Noei, est moins Bourdieu compatible, qui est un peu plus dur, un peu plus puriste pour les réseauistes, qui est l'approche, disons en gros, de Granovetter-Burt, en fait, hein, qui saisit le capital social comme une propriété de la position que l'on occupe dans une structure relationnelle. Donc vous connaissez, hein, c'est l'argument des trous structuraux, peu importe que l'individu soit riche ou pauvre, etc., qu'il soit un garçon ou une fille ou quoi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la position d'intermédiarité qu'il occupe dans la position, dans la structure relationnelle, cette position d'intermédiarité qui lui donne des avantages en termes politiques, il peut instrumentaliser les partenaires entre lesquels il s'insère, et puis informationnel, il dispose d'informations qui sont susceptibles d'échapper à ces deux partenaires qui sont dans des réseaux disjoints. Alors, comment on peut, dans ces conditions-là, utiliser le capital social? On peut l'inclure. En fait, coder le capital social, par exemple, saisi selon la première exception, en quelques catégories, et l'inclure comme une variable pour mener une analyse géométrique. C'est ce que fait par exemple Fabien Éloire dans un papier de 2014 dont tu nous parles ou pas? Juste après, d'accord. Alors, une autre manière de complexifier la notion d'attraper empiriquement
des capitaux qui autrement échappent un petit peu quand même à l'analyse et à leur saisie empirique, c'est autour de la notion de capital symbolique. De Nouille, toujours le même, dans le même papier, dit en fait, le capital symbolique, on peut le saisir avec les outils et les outils méthodologiques de l'analyse de réseau. Si on s'intéresse au capital ou au différentiel du capital symbolique entre l'individu A et l'individu B, on peut regarder si par exemple, prenons deux universitaires, si A cite beaucoup B et que B ne cite jamais A, il y a des chances quand même pour que le prestige de B soit supérieur à celui de A. Voilà, alors c'est un peu heuristique. Mais enfin justement, quand on doit essayer d'attraper des choses pour pouvoir les mettre dans des analyses quantitatives, c'est bien d'avoir ce type d'indicateur heuristique plutôt que la notion de capital symbolique qui est tellement large qu'on a pu lui reprocher au fond de ne rien vouloir dire. Donc c'est des exemples, si vous voulez, très pragmatiques de comment on peut mobiliser une méthode ou disons une compréhension, oui, une méthode, peut-être pas une théorie, mais au moins une méthode pour essayer de la reverser en quelque sorte dans l'autre. Pour juste donner un exemple d'opérationnalisation un peu plus subtil que ce qui se fait, puisque ça s'est fait quand même 5 ou 6 fois, de mesurer comme ça le capital social ou le capital symbolique à partir de réseaux et le mettre dans une analyse factorielle en gros. Un exemple un peu plus subtil, assez intéressant de Fabien Éluard dans un papier qui parle aussi plus en général de réseau échange, paru dans l'acte de la recherche en sciences sociales en 2014, sachant que Fabien Éluard c'est quelqu'un qui a fait sa thèse avec Emmanuel Lazega, donc là, en fait, qui publie dans Actes, c'est quelque part le début de la grande unification. Et donc c'est un papier qui est assez intéressant parce qu'il prend vraiment au sérieux les quelques notes très rapides explicites de Bourdieu sur le capital social pour essayer de les tester empiriquement. Et donc là aussi, sur un plan pratique, il navigue entre les deux méthodes. Donc Fabien Éluard, il a travaillé dans sa thèse sur les restaurateurs lillois. Et première chose, à partir d'un certain nombre de propriétés d'ailleurs sociales, à la fois des restaurateurs et des restaurants, où là, comme nous, il a essayé d'inclure les propriétés des restaurants dans celles des restaurateurs. Il constitue d'abord une image de son champ à partir d'une analyse des correspondances multiples qui marche très très bien par rapport aux théories bourdieusiennes, puisqu'en gros il a un premier axe de volume du capital en général, et surtout il a un deuxième axe qui oppose ceux qui ont beaucoup de capital économique et peu de capital culturel, qui ont beaucoup d'argent mais peu fait des études de restauration pour simplifier, à ceux qui sont dans la situation inverse. Il mesure aussi le capital symbolique, et là il n'a pas besoin des réseaux pour ça, à partir de leur présence dans des guides, dans des clubs select, etc. Et il montre comment le capital symbolique s'en garde surprise, surtout du côté des gens qui ont beaucoup de capitaux, mais plutôt d'ordre culturel. Alors après, il se dit, mais je voudrais faire entrer le capital social dans l'analyse, donc il a aussi fait il a posé une question sociométrique à ses enquêtés qui essaye assez finement en fait, de mesurer ce qu'il appelle une amitié professionnelle réciproque, quelque chose qu'il argumente très bien en ethnographe sur son terrain, qui fait sens pour ces individus qui se disent amis et qui échangent des informations et des conseils pertinents pour leur business de restaurateur. Donc ça constitue le sac de nouilles à droite, dont il ne fait rien directement en termes de sac de nouilles, mais qui en fait lui permet vraiment d'opérationnaliser cette notion de capital social comme étant la somme des capitaux auxquels j'ai accès. C'est-à-dire qu'il calcule un tout bête indicateur qui est donc la somme du score sur l'axe horizontal de la CM de mes amis, donc qui me permet de voir si mes amis me donnent accès ou pas à des gros stocks de capital d'un côté économique et de l'autre côté culturel. Et ça lui permet de tester deux propositions de Bourdieu un peu précisément. D'abord, le fait que le capital social n'est pas du tout indépendant des capitaux économiques et culturels, donc il n'a pas tout à fait un statut à égalité, il est un peu quelque part dérivé des autres, notamment parce qu'il y a pas mal d'homophilie qui est à l'œuvre. Donc j'ai d'autant plus de capital social que j'ai d'autant plus des autres capitaux, la corrélation est forte. Et puis si moi j'ai plutôt beaucoup de diplômes et peu d'argent, et ben mes copains aussi. Donc en fait, ce n'est pas du tout des choses qui permettent d'accéder à des gens très différents de nous. Ça donne plutôt accès à des gens qui ont des structures de capitaux semblables. D'autre part, plus intéressant et plus original, il teste ce que Bourdieu présentait comme un effet multiplicateur du capital social. C'est-à-dire qu'à autres capitaux égaux, mon capital social me permet de mieux faire fructifier ce que j'ai et donc de mieux obtenir des récompenses à partir de mes capitaux. C'est vraiment l'idée de multiplication de rendement dans une métaphore très, très financière. Et donc ce que montre Fabien Éluard, c'est que ça ne marche pas du tout pour le profit monétaire dans son histoire. Donc avoir beaucoup d'amis qui ont beaucoup de capitaux eux-mêmes ne fait rien à ma marge en tant que restaurateur lillois. Par contre, pour entrer dans les guides gastronomiques, dans les clubs select de restaurateurs, etc.,
de fait, avoir beaucoup d'amis qui ont beaucoup de capital culturel ou économique, me permet de multiplier les effets de mon propre capital culturel ou économique. Donc là, il y a une volonté, plus que chez Denord, de tester des aspects de la théorie de Bourdieu par un aller-retour entre les deux méthodes et entre les données relationnelles et les données d'attributs. Alors, le dernier élément, dernière incise sur ces stratégies de combinaison de perspectives, donc on a vu un peu une espèce d'approche très exploratoire avec Denord. On a vu une approche qui est une approche, disons, plus instrumentale, comment instrumentaliser l'analyse de réseau pour spécifier des notions bourdieusiennes. Et troisième approche, c'est une approche qui est plus, à certains égards plus ambitieuse, qui consiste à essayer de sophistiquer la topographie des champs, à la rendre en quelque sorte plus rigoureuse, en utilisant et en combinant l'analyse de réseau et l'analyse des champs. Alors là on touche donc une question qui est l'une des questions fondamentales de ces deux méthodes, de ces deux approches, qui est la question de la manière dont on peut représenter, dessiner, cartographier un espace. Alors je m'appuie ici sur un papier qui a été publié en 1995 dans la JS, d'Anayer et puis je sais plus Gerhardt, deux sociologues allemands qui travaillent sur le champ littéraire en Allemagne, en particulier à Cologne, en fait, sur la population d'écrivains de Rhénanie. Et en fait, Anayer et Gerhardt précisent au début de leur papier que chez Bourdieu, il existe un lien entre, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et c'est ce qui est vraiment complètement connu, c'est qu'il existe un lien entre la distribution des capitaux et la forme de l'espace où viennent s'inscrire les acteurs qui les possèdent. En gros, selon que vous avez beaucoup ou peu, vous êtes en haut ou en bas, et selon que vous avez plutôt tel type de capital ou tel autre type de capital, vous êtes plutôt à droite ou à gauche. Donc, il y a une espèce comme ça de représentation un petit peu intuitive, avec par ailleurs cette idée que pour l'instant on n'a pas abordée, qui est que selon que l'on est dans tel ou tel type de champ, c'est tel ou tel type de capital qui va primer. Si on prend l'exemple du champ littéraire, vous pouvez être très très riche, gagner beaucoup d'argent par exemple, c'est pas forcément ce qui va faire de vous un dominant dans le champ de la poésie contemporaine. A priori, c'est plutôt l'inverse. Si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous appelez Pascal Obispo en faisant des rimes, vous ne serez pas forcément très légitime, très dominant dans le champ de la poésie contemporaine. Voilà. Je suis très fin, certainement. Voilà. Et donc, il y a l'idée qu'il faut s'intéresser aux champs en tant qu'ils sont subordonnés à telle ou telle forme de capital dominant. Ce qui permet à Anayer et Gerhardt de dégager, dans le cas du champ de production culturelle, cette analyse qui est une reprise classique du champ littéraire de Bourdieu, qui est distingué donc en deux sous-champs, le sous-champ de grande production, dans lequel prévaut le capital économique, avec une périphérie, ça c'est le vocabulaire d'Anayer et Gerhardt, qui est compliqué, une périphérie commerciale et puis une élite commerciale, donc des gens qui sont dominants commercialement ou qui sont dominés commercialement, et puis le sous-champ de production restreint, tout ce qui prévaut c'est le capital culturel, avec une périphérie où des dominés culturellement, et puis des dominants ou une élite culturelle. Alors, l'idée d'Anayer et Gerhardt est assez simple, elle consiste à dire, en fait, on a, si tu reviens juste une seconde sur le graphe précédent, en fait, on a quoi du coup dans cette représentation-là? On voit que pour saisir un champ, il faut à la fois des mécanismes qui sont des mécanismes de segmentation et des mécanismes qui sont des mécanismes de hiérarchisation. Segmentation horizontale, commerciale et puis culturelle, et puis de l'autre, une hiérarchisation avec volume de capital plus plus. Alors, l'idée d'Anayer et Gerhardt, c'est une idée qui est assez simple, qui est de dire, en fait, selon que on est dans un espace où prévaut le capital économique, ou que l'on est dans un espace où prévaut le capital culturel, ou un espace où prévaut le capital symbolique, ces mécanismes de segmentation et de hiérarchisation ne seront pas les mêmes. Or, Bourdieu, ça, il l'ignore. Il ignore ce que le capital fait, ce que le type de capital qui domine dans un champ fait aux logiques de segmentation interne de ce champ et de hiérarchisation de ce champ. Et Anayer et Gerhardt disent, du coup, si on veut comprendre les mécanismes d'engendrement de la structure des champs, ce qu'il faut, c'est se donner une série d'hypothèses qui sont résumées là dans ce tableau, qui permettent de dire, si c'est le capital économique qui prévaut, on aura une segmentation faible, mais une hiérarchisation très forte.
Si c'est le capital culturel qui prévaut, on aura une segmentation qui sera forte et une hiérarchisation qui sera forte, par exemple. Pour tester ces hypothèses, ils vont mobiliser l'analyse de réseau. Et ils vont commencer, un peu comme chez Denor, mais en procédant là cette fois-ci à l'inverse, ils vont commencer par tracer cet espace et voir si, tracer les différents espaces et voir si dans ces différents espaces, selon qu'ils prévalent des capitaux plutôt économiques ou plutôt culturels, en fait, les mécanismes de segmentation et d'hiérarchisation de ces espaces vont différer. Alors, donc leur démarche, hein, je passe rapidement, parce qu'on n'est vraiment très à la bourre, c'est une démarche qui consiste à rappeler donc, assez classiquement l'affinité entre l'équivalence structurale, donc le block modeling, dont Claire a rappelé les principes tout à l'heure, et puis la topographie bourdieusienne. Ensuite, ils vont dessiner le réseau à l'aide d'une procédure de block modeling, et ils vont mettre en évidence la segmentation et la hiérarchie des différents sous-espaces du champ littéraire. Et puis, ils vont rapprocher la structure qu'ils ont ainsi dessinée du type des capitaux qui prévalent dans tel ou tel type de partie de la structure. Alors, ils arrivent avec une conclusion qui est une conclusion que je trouve assez opaque et filambreuse, notamment parce qu'ils veulent absolument montrer que, en gros, les deux théories convergent. Or, à mon sens, c'est pour ça que je ne vous montre pas les conclusions parce que ça prendra des heures, mais à mon sens, ces deux théories ne convergent pas vraiment. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas véritablement de vérification de leurs hypothèses. Ce qui m'intéresse davantage dans ce papier, c'est la démarche hein, qui consiste à essayer de faire jouer une méthode après l'autre et de les rapprocher pour essayer de mettre en évidence ce qu'on a sous les yeux. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans nos propres travaux. Oui, absolument. Du coup, je vais essayer de présenter très vite ce qu'on fait nous. Alors, j'espère que c'est pas trop frustrant pour ceux qui étaient surtout intéressés par ce qu'on fait nous. Nous, on a une consigne très forte de parler théorie d'Antoine Rogier, donc du coup, on a été peut-être trop timide sur notre enquête, puis on a parlé déjà trop longtemps parce qu'on est deux qui est bavard. Mais bon, j'essaye de présenter vite ce qu'on fait nous pour donner prise aux questions, et puis on voit si on repart plus sur la théorie ou plus sur notre étude. Donc comme Pierre l'a rappelé, on essaye de travailler en très longue période, mais c'est évidemment pas continu, c'est avec une douzaine de coupes temporelles. Et puis en vrai, celles sur lesquelles on a vraiment des résultats, pour l'instant, c'est surtout les plus tardives, du moins du point de vue des individus. On va y revenir sur les entreprises, on a une idée déjà à long terme. Et donc on essaye de suivre notamment donc, le SBF 120, qui sont les entreprises cotées en bourse qui ont la plus grande capitalisation. Et ça n'existait pas en 1839, mais on peut reconstituer un équivalent en fait. Donc en gros les 120 plus grandes entreprises françaises et dans certaines de nos analyses les 250 on essaye d'étudier quelques attributs de ces entreprises qu'on peut retrouver, donc par exemple pas leur actionnariat parce que c'est pas documenté pour le passé, mais leur taille, leur secteur, etc. Des attributs de leur PDG et des attributs aussi de gens qui nous intéressent parce qu'ils sont administrateurs de plusieurs à la fois de ces très grandes entreprises au même moment. Et donc l'aspect de réseau là-dedans, c'est qu'on a un réseau d'affiliation, ce qui est d'une très grande banalité dans l'étude des grandes entreprises, hein, qui est le fait de relier une entreprise aux gens qui en sont soit les plus hauts dirigeants, donc en gros les membres du comité exécutif ou l'équivalent historique, soit les administrateurs. Et donc on postule des formes de lien, d'un côté entre les individus qui participent au même conseil d'administration, d'autre côté entre les entreprises qui partagent les administrateurs. Donc c'est pas d'interaction très forte, c'est plus du potentiel de relation, c'est quelque chose dont il faut essayer de mieux comprendre la substance. Mais du coup on est équipé avec 2 paquets de données d'attributs sur des organisations et sur des gens, et puis avec quelque chose qui les connecte, qui est de l'ordre du réseau. Donc comment est-ce qu'on met tout ça pour l'instant en musique? Prenons d'abord simplement le côté des entreprises, entre elles et de leurs attributs. C'est un des premiers papiers qu'on a fait, où on voit, quelle que soit la date, en fait, une forte corrélation entre des attributs de dominants dans le champ et une position centrale dans le réseau, donc constitué par le partage des mêmes administrateurs. Là, donc, c'est un graphe sur 1990, mais on aurait quasiment la même forme et le même résultat partout. Ce qu'on voit, c'est 2 choses. D'abord, la forme générale dont on peut faire un bloc modèle et dont on a fait en fait un bloc modèle, mais qui a une forme très simple et en même temps extrêmement intéressante et que personne n'avait jamais discuté avant, qui est vraiment une forme centre-périphérie pratiquement caricaturale. C'est-à-dire que certaines entreprises partagent beaucoup d'administrateurs entre elles et d'autres en partagent très peu ou pas du tout avec les premières, sachant que le centre est assez grand. C'est pas un centre de 10% et 90% de périphérie, c'est une grosse pelote avec des choses moins denses autour, premier aspect.
purement la structure du partage d'administrateurs, elle est très hiérarchisée. Et deuxième aspect, donc c'est très corrélé avec un certain nombre d'attributs des entreprises qui là sont visualisés avec la taille des points. Vous voyez que les gros points sont plutôt au milieu. Hein, et en gros, donc ces attributs, on peut montrer avec une bête analyse factorielle sur pas énormément de variables, qu'ils sont pour la plupart des périodes très corrélés entre eux. C'est plutôt les mêmes entreprises qui sont grandes, parisiennes, anciennes, proches de la finance ou des secteurs dominants du moment, etc. Et très corrélé avec la position dans le réseau. Si on projette à droite le degré dans le réseau, le nombre de liens, le nombre d'entreprises avec lesquelles on partage un administrateur sur l'espace des attributs, on observe une corrélation pas totale mais assez forte. Les entreprises qui sont les plus dominantes à bien des égards dans le champ, en termes de capital économique, mais on pourrait arguer aussi de capital symbolique à certains égards, sont aussi celles qui sont au centre du partage administrateur. Donc, premier élément, un peu comme de Nord, on fait le portrait de notre structure sociale des entreprises avec à la fois une analyse factorielle et un réseau, et on discute de comment les deux se montent ensemble, et notamment pas seulement comment ils sont corrélés, mais comment les deux s'entretiennent probablement mutuellement. C'est-à-dire que partager des administrateurs aide à rester grand et ainsi de suite, parce que l'énigme, c'est que tout ça se reproduit. C'est la même structure depuis la fin du 19e, alors que les entreprises ont énormément changé. C'est plus les mêmes, et puis elles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc on pense que le lien entre les deux, beaucoup en termes de reproduction de cette structure-là. Deuxième élément, du côté des individus. Donc il y a une des choses qu'on fait, on l'avait un peu évoqué en introduction, c'est essayer de caractériser la structure du champ des individus en n'oubliant pas non plus les caractéristiques des entreprises qui sont dirigées. Donc on impute aux individus en tant qu'attributs. Et la structure du champ des entreprises, dont on vient de voir qu'elle était très hiérarchisée, qu'on va refaire intervenir aussi pour interpréter la position des individus. Donc on essaie de travailler sur les liens entre ces deux structures. Donc sinon, on a aussi des variables plus classiques, on va dire, sur les trajectoires des individus. Donc on fait une analyse des correspondances multiples, on a plusieurs dizaines de variables pour les caractériser. Donc il peut être aussi bien être diplômé de Sciences Po, par exemple, que être dans des conseils d'administration d'entreprises à la fois financières et non financières, donc des caractéristiques individuelles et des caractéristiques des entreprises où ils sont. On obtient un espace social qui, à bien des égards, en fait, est orienté autour d'une seule dimension, en diagonale ici, entre la finance et la non-finance. Donc ça nous intéresse bien parce que c'est pas entre la noblesse d'État et les autres. Et c'est un premier résultat assez cool. Mais donc, entre des patrons plutôt financiers qui peuvent être des énarques, mais pas que, et des patrons plutôt non financiers qui peuvent être des polytechniciens, mais pas que. Là encore, on retrouve une certaine corrélation, pas totale, mais intéressante, avec la position dans le réseau vue cette fois du point de vue des individus. C'est-à-dire qu'en gros, les financiers vont avoir tendance à siéger avec plus d'autres, donc dans plus de conseils d'administration que les non financiers, c'est les ellipses de gauche. Et on peut aussi confronter les caractéristiques sociales des individus avec les positions de leurs firmes dans le réseau des firmes. Et là, on va voir, par exemple, les financiers ont plus tendance à connecter deux entreprises du centre du réseau des firmes, et les non-financiers, s'y connectent quelque chose, à connecter deux entreprises de la périphérie, par exemple. Alors, on le voit un petit peu mieux, éventuellement, ici, où c'est une autre façon, d'un point de vue méthodologique, légèrement différente de ce qu'on a déjà montré, de relier les deux méthodes. Donc les points, c'est les individus, on va les colorier en fonction d'une classification qu'on a fait sur notre analyse factorielle, donc en substance en fonction du profil de leur trajectoire, en ignorant le réseau. Donc c'est plutôt les financiers sont dans les bleus et les non-financiers sont dans les oranges et roses. Et après on regarde du point de vue des liens entre firmes où est-ce que situent nos individus. Et une des choses qu'on voit, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que les roses sont plutôt en périphérie, alors que les verts et les bleus clairs sont plutôt au milieu. Donc les financiers sont plutôt un peu plus au centre. Là, on est en 1979, un des moments où c'est le plus frappant. Donc là, de façon descriptive, on arrive à mieux comprendre notre espace social et comment il est hiérarchisé, en naviguant pas mal entre à la fois les données de réseau et les données d'attributs, les données sur les firmes et les données sur les individus, et puis d'un point de vue très pratique, en fait, entre des techniques d'analyse géométrique et des techniques d'analyse de réseau. Maintenant, ce qui est intéressant du point de vue de la confrontation des deux méthodes, c'est que autant on trouve souvent une corrélation entre des formes de trajectoire et des places dans le réseau, pour les individus ou les entreprises, autant ce qu'on ne trouve pas, alors qu'on s'y attendait en fonction de la littérature là-dessus, y compris sur la France,
Ce qu'on ne trouve pas, c'est qui se ressemble, s'assemble. Et en particulier pas pour la dernière période qu'on observe, en 2009, et en particulier pas dans les conseils d'administration les plus centraux. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais ce qu'on voit surtout sur ce schéma et qu'on peut objectiver statistiquement derrière par des calculs d'homophilie, qui montrent qu'il n'y en a pas d'homophilie, c'est que les couleurs sont très mélangées. Et donc on peut le regarder, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on peut le regarder plus simplement, même si en fait c'est très compliqué d'obtenir ces schémas-là, en essayant de colorier les casaques des gens dans chaque conseil d'administration, et de voir que du coup, chaque conseil d'administration, et là pourtant on est revenu en 1979, est un peu multicolore, c'est-à-dire que les firmes ont tendance à mettre à la fois des financiers, des non-financiers, des patrons d'État, des patrons avec des carrières purement privées, et ainsi de suite. Et donc ce qu'on en conclut, c'est d'une part, on a l'impression que les firmes ont un rôle moteur dans la constitution des conseils d'administration, c'est-à-dire que c'est plus des affinités, y compris de l'homophilie d'ailleurs, entre les firmes, qui va gouverner la composition de ces conseils, que des affinités sur base quelconque entre les individus. Et puis, donc, ce qu'on en conclut, c'est un certain nombre d'idées sur comment tout ça se reproduit dans le temps, puisque ce qui est frappant, c'est que tous les résultats que j'ai esquissés très rapidement ici sont en général valables pour toutes les périodes qu'on a regardées de près, alors même que beaucoup de choses ont changé dans l'économie française, ne serait-ce que depuis les années 50 pour la partie qu'on connaît le mieux jusqu'ici. Alors, oui, juste pour dire un dernier mot sur l'un des trucs qu'on essaye de voir, toujours sur cette distinction, disons, description et explication. L'un des trucs qu'on essaye de faire avec cette enquête, c'est évidemment de décrire les caractéristiques de l'espace des grandes entreprises et de leurs dirigeants sur longue période, mais c'est aussi essayer d'expliquer certains trucs. Alors justement, qu'est-ce qu'on cherche à expliquer? Alors, parmi les trucs qu'on cherche à expliquer, il y a un peu, j'ai envie de dire, il y a un peu deux choses. Il y a un peu fromage et dessert. Il y a à la fois, l'un des trucs qu'on cherche à expliquer, c'est la structure et notamment son extraordinaire stabilité. Un truc qui est quand même très frappant quand on regarde les différentes périodes qu'on a analysées, c'est le fait qu'on a des espaces, et notamment cette structure centre-périphérie, qui ne bougent pas. Alors évidemment, les entreprises bougent, ce ne sont pas toujours les mêmes entreprises qui sont au centre, ce ne sont pas toujours les mêmes entreprises qui sont à la périphérie, mais évidemment, la propriété des entreprises qui sont au centre et des entreprises qui sont à la périphérie ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, les entreprises sidérurgiques, dans les années 30, elles sont très centrales, elles le sont évidemment moins dans les années 90 ou 2000, mais malgré tout, on voit qu'on a une structure qui est toujours un peu la même et qui, j'insiste bien là-dessus, qui ne se retrouve pas dans tous les pays. Il ne faut pas croire du tout que cette structure centre-périphérie, c'est la même dans tous les pays. Au contraire, on a beaucoup de pays où on a des structures qui sont des structures où, par exemple, on va avoir d'un côté les entreprises publiques, de l'autre côté les entreprises privées. On va avoir beaucoup de pays, par exemple les pays d'Amérique du Sud ou les pays d'Europe du Sud, dans lesquels on va avoir d'un côté les multinationales, de l'autre côté les entreprises nationales. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas croire aussi que cette stabilité, notamment de la densité du réseau, elle se retrouve dans tous les pays. Dans la plupart des pays, on a au cours des 30 ou 40 dernières années un effondrement de la densité de ce réseau. Un réseau qui serait de moins en moins dense et des relations qui seraient de plus en plus faibles. Alors qu'en France, ça se maintient. Donc il y a l'une des explications qu'on essaye d'apporter, on ne va pas vous présenter ça ici, maintenant on prévoit une présentation, mais c'est d'essayer d'expliquer la stabilité de cette structure. La deuxième chose qu'on essaye de faire et d'engager dans une réflexion causale, c'est qu'est-ce que ça produit, par exemple, comme propriété économique. Alors, l'un des papiers qu'on a fait autour de ça touche autour de la question de la financiarisation. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut assister à une prise de pouvoir, ou disons à une logique qui fait de plus en plus attention aux actionnaires en France au cours des 30 ou 40 dernières années? Et la réponse est massivement oui, mais pas dans toutes les entreprises avec la même intensité. Et donc, quelles sont les propriétés des entreprises qui vont le plus succomber à la logique actionnariale et à la dictature des actionnaires? Les choses de manière un peu extrême. Et l'avantage de passer par toutes ces méthodes, c'est qu'en fait, on a un peu tous les suspects sur la table. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, est-ce que ça dépend de l'actionnariat? Est-ce que ça dépend de la structure relationnelle? Est-ce que ça dépend de la position dans le réseau ou dans le champ des grandes entreprises? Et en l'occurrence, on arrive à un résultat qui n'est pas très souvent mis en évidence. C'est qu'en fait, ça dépend du nombre,
de la présence des financiers, des individus qu'on peut reconnaître comme étant des individus financiers dans les conseils d'administration ou dans les comités exécutifs, et que, et c'est là où c'est rigolo d'avoir la comparaison dans le temps, ces financiers aujourd'hui sont exactement les mêmes que les financiers de 1979 en termes de propriété sociale, ou que ceux de 1956, et on est prêt à parier qu'ils ne seraient pas très différents de ceux de 1911. Et donc, en gros, le schéma qui permet d'expliquer l'imposition de la valeur actionnariale en France, ce n'est pas un schéma qui correspond à ce qu'on peut rencontrer, par exemple, aux États-Unis, où c'est avant tout les actionnaires qui comptent. En France, ce n'est pas ça. C'est un schéma qui tient aux propriétés sociales des dirigeants, sont-ils des financiers ou pas, mais ce ne sont pas des propriétés sociales qui sont des propriétés sociales nouvelles, ce sont des individus qui étaient déjà là il y a 100 ans, mais qui simplement se sont convertis à une nouvelle manière de gérer les entreprises, notamment parce que ça leur permet de gagner beaucoup plus d'argent, et puis aussi parce que ça leur permet de rester en place. Donc, on est dans un schéma qui est un schéma de conversion, beaucoup plus que dans un schéma de contagion de logique qui serait importé des États-Unis. Donc voilà en gros, donc là je vous résume un papier de 50 pages en 40 secondes, donc bon, je vous demande de me croire. Et voilà en gros ce qu'on essaye de faire avec, avec cette enquête. Bon, je crois qu'on vous a bien assommé, et désolé, 1h25.